Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. Démarrage des travaux des états généraux des citoyens de la commune d'Abomey-Calavi ce vendredi 28 mai. Objectif, stratégie de relance économique pour le développement de la commune d'Abomey-Calavi. Nous en parlerons dans ce journal. Ce vendredi, les enseignants-chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi étaient en formation sur les procédures d'obtention des brevets d'invention. Le point à suivre dans cette édition. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU veut voir clair dans la récente flambée des violences à Jérusalem et à Gaza. L'ouverture d'une enquête est annoncée. C'est tout pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Démarrons ce journal, Madame, Monsieur, par les états généraux des citoyens de la commune d'Abomey-Calavi qui ont donc démarré ce vendredi 28 mai 2021. Cette assise réunit les citoyens de la commune et le conseil communal autour des questions de développement de la commune la plus peuplée du Bénin. Plus de détails avec Samson Oké et Denis Maroya. Démarré par des travaux préparatoires le 17 octobre 2020, les états généraux des citoyens pour un développement soutenu de la commune d'Abomey-Calavi à l'horizon 2035 ont débuté ce vendredi 28 mai. À ces assises, les participants sont venus de toutes les couches socio-professionnelles de la commune. À l'entame des travaux, l'édile de la ville, Angelo Évariste Awandinou, a précisé le contexte et les motivations des présentes assises. Étant inéluctablement la commune la plus peuplée du Bénin, Abomey-Calavi se trouve bien en face de nombreux défis que les acteurs en charge de son développement se doivent de relever. Pour y parvenir, la seule stratégie est celle qui met à contribution toutes les valeurs humaines dont elle dispose et qui, réunies au sein d'un même creuset formel, devront, dans un élan participatif et inclusif, réfléchir pour identifier et prioriser les domaines de développement qui nécessitent des actions à court, moyen et long terme. Dans une telle dynamique, la population à la base a également sa partition à jouer. Ceci participe, à n'en point douter, de la réalisation effective et harmonieuse de la commune entreprise, celle du développement durable inclusif. Ainsi se dévoile, mesdames et messieurs, la principale motivation du Conseil communal d'Abomey-Calavi quant à l'organisation des présents états généraux qui entendent mobiliser tous les citoyens de notre commune pour de pertinentes analyses sur les brûlantes questions de son développement. Pendant 48 heures, des cadres d'université, des experts, des chercheurs et des praticiens de droit, de la gouvernance locale, d'aménagement du territoire et de la gestion foncière étudieront avec minutie les différents rapports et synthèses issus des travaux préparatoires à ces états généraux. Dans son discours, le représentant du préfet du département de l'Atlantique a salué cette initiative du conseil communal d'Abomey-Calavi. Je salue particulièrement l'approche participative qui caractérise l'organisation de cette rencontre qui revêt une grande importance en ce sens qu'elle permettra de cerner ensemble les problèmes majeurs qui se posent et de proposer des solutions susceptibles de relever un certain nombre de défis de développement durable de la commune. Je voudrais compter sur l'implication de tous afin que les objectifs fixés soient largement atteints pour le bonheur de nos communautés à la base. À la fin des travaux, un document-rapport qui retracera les préoccupations des citoyens à la base sera retenu. Il constituera en même temps le plan de développement communal PDC 4e génération de la commune d'Abomey. Je vous l'annonçais en titre, séminaire de formation des enseignants-chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi sur la procédure d'obtention des brevets d'invention. La séance a eu lieu ce vendredi 28 mai 2021 sur le campus d'Abomey-Calavi. Le point avec Horacia Djodji et Damien Pedro.
Une cinquantaine d'enseignants-chercheurs de l'Université d'Abomey-Calavi se forment sur le processus d'obtention des brevets d'invention pour les innovations issues de leur laboratoire. Une rencontre initiée par le recteur de l'UAC dont l'objectif est la valorisation des résultats des recherches. La valorisation des résultats de la recherche a été pendant longtemps négligée dans la majorité des universités africaines. Or, elle devrait être un facteur pour l'industrialisation et le développement des nations, comme c'est le cas dans les pays développés. Un grand nombre de trouvailles de nos laboratoires et unités de recherche dorment dans nos armoires et ne sont pas brevetées. Peut-être faute de connaissance des étapes à suivre pour le faire ou peut-être par pure négligence. Cette formation est assurée par des experts de l'Organisation africaine de la propriété industrielle et de l'Agence nationale de la propriété industrielle. Dans un contexte de mondialisation de l'économie marqué par une forte concurrence axée sur la créativité et l'innovation, la propriété industrielle apparaît comme un outil indispensable aux inventeurs, aux entreprises et aux innovateurs à travers les droits de jouissance exclusifs des titres de propriété. Bien que les titres de propriété industrielle soient de plus en plus utilisés, un grand nombre d'inventeurs, de créateurs et d'innovateurs nationaux ne connaissent pas ou utilisent très peu le système de la propriété industrielle pour la protection de leur création. À l'issue de la rencontre, les enseignants participants vont mieux appréhender les notions de propriété industrielle et cerner les avantages liés à la protection de les inventions et innovations. La police républicaine a abattu 2 présumés malfrats ce mercredi à Boïcon et 2 autres sont en fuite. À travers une conférence de presse, le commissaire principal de police, Roger Tawes, a expliqué les faits et rassure la population de l'engagement de la police à assurer la sécurité dans toutes les contrées du Bénin. Suivez. Le mercredi 26 mai 2021, vers 8h30, le commissariat d'arrondissement de Boïcon 2 a été informé par un citoyen qui requiert l'anonymat de la présence dans la zone commerciale de la ville de 4 individus suspects se déplaçant au moyen de 2 motocyclettes. Au su de cette information, l'équipe de patrouille qui se trouvait non loin des lieux s'y est promptement rendue en vue de vérifier l'information et d'interpeller au besoin ces individus. À la vue de la police, ces hors-la-loi se sont retranchés dans la rue du cimetière de Boïcon. Déterminée à les interpeller, l'équipe de patrouille a suivi leurs traces selon l'informateur. C'est ainsi que ces hors-la-loi ont été repérés ce même jour, vers 13h20. Au cours de leur interpellation, ces délinquants ont tenté de s'enfuir en tirant des coups de feu pour maintenir à distance les forces de l'ordre. À l'issue de quelques minutes d'échange de tirs, les policiers ont réussi à refroidir 2 de ces malfrats. Les 2 autres en cavale sont activement recherchés. Un pistolet automatique, modèle 1950, des talismans, des téléphones portables et un nombre important de cartouches de calibre 9 mm ont été retrouvés et saisis. Au cours d'échanges de tirs entre les malfrats et les policiers, un agent de la police républicaine a été atteint au bras gauche. Il faut signaler que son pronostic vital n'est pas engagé. La police républicaine voudrait profiter de cette occasion pour inviter les honnêtes citoyens à continuer à donner des informations afin de lui permettre d'assurer efficacement leur sécurité. Le comité national du bassin du fleuve Mono au Bénin a été installé ce mardi 25 mai à Zover par le directeur de cabinet du ministère de l'eau et des mines. Une dernière étape de la mise en place du comité transfrontalier pour la gestion intégrée des ressources en eau du bassin du fleuve Mono. Jonas Bouchi pour le compte rendu.
Organe associant les différentes couches impliquées dans la gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin du fleuve Mono, le Comité national du bassin du Mono dans la portion béninoise arrosée par ce fleuve est un genre de parlement de l'eau sur le territoire du bassin hydrographique du fleuve Mono. Le préfet du Koufo, qui mesure la portée et l'importance de ce comité, entend de commun accord avec ses homologues du Mono et de la Donga fédérer les actions pour l'efficacité du comité. Face aux problèmes pressants de dégradation des ressources en eau, la mise en place du comité du bassin en tant qu'instance qui favorise la concertation et l'adhésion des acteurs du bassin aux initiatives et décisions de gestion durable du dit bassin est incontournable. C'est pourquoi je salue votre engagement pour le développement de notre bassin et vous renouvelle mon engagement afin que tous ensemble, nous puissions réaliser la vision qui a guidé les chefs d'État du Bénin et du Togo à créer l'autorité du bassin du Moro. En marquant depuis février 1998 son engagement pour la gestion intégrée des ressources en eau, le Bénin a enclenché dès lors un processus participatif devant aboutir à la mise en place des comités locaux de l'eau sur l'ensemble des bassins du pays, a fait savoir le directeur du cabinet du ministère de l'eau et des Mines au Bénin. Dans sa démarche irréversible pour faire de l'eau un facteur de développement socio-économique dans un contexte complexe de changement climatique, notre cher pays, le Bénin, a déjà procédé à l'installation du comité du bassin de l'Ouémé en décembre 2016 et ceux des sous-bassins de la Panjari, de la Mékrou en septembre 2019. C'est aujourd'hui le tour du comité du bassin du Mono. Cette dynamique d'installation des organes de gestion de l'eau cadre parfaitement avec la politique du gouvernement de faire du secteur de l'eau une priorité pour le développement socio-économique de notre pays. L'installation des comités nationaux du bassin du fleuve Mono au Bénin et au Togo permettra à mettre en place le comité transfrontalier du bassin du Mono. Nicolas Nyakpaou, directeur exécutif de l'autorité du bassin du fleuve Mono au Bénin et au Togo. Ces organes doivent être mis en place sur chacun des 4 bassins hydrographiques qui se répartissent le territoire de la République du Bénin, à savoir le bassin du Niger, le bassin de la Volta, le bassin de l'Ouémé, le bassin de Mono-Koufo. C'est le comité national de bassin du Mono au Bénin qui nous réunit ce jour ici à Zové. Et demain, ce sera à Tapamé pour le comité national de bassin du Mono au Togo. Il faudra attendre le 4 juin pour voir la fin du processus avec l'assemblée de mise en place du comité transfrontalier du bassin du Mono. En plus des autorités administratives béninoises, on note au sein de ce comité une forte représentation des usagers des eaux du fleuve Mono qui sont les ONG, les éleveurs et les agriculteurs. En été actualité, le président Emmanuel Macron a reconnu la responsabilité de la France dans le génocide rwandais de 1994, au cours duquel environ 800 000 Tutsis et Hutus modérés ont trouvé la mort. Suivez cet élément. La France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. Elle a un devoir. Celui de regarder l'histoire en face et de reconnaître la part de souffrance qu'elle a infligée au peuple rwandais en faisant trop longtemps prévaloir le silence sur l'examen de la vérité. En me tenant avec humilité et respect à vos côtés ce jour, je viens reconnaître nos responsabilités. C'est ainsi poursuivre l'œuvre de connaissance et de vérité que seule permet la rigueur du travail, de la recherche et des historiens. Et nous le poursuivrons encore. Le président vient de faire une déclaration importante au mémorial du génocide de Kigali. C'était un discours puissant, avec
une signification particulière pour ce qui se passe maintenant et qui résonnera bien au-delà du Rwanda. Ces paroles avaient plus de valeur que des excuses. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU veut voir clair dans la récente flambée des violences à Jérusalem et à Gaza. Ce jeudi, le haut-commissaire des droits de l'homme de l'ONU s'est prononcé en faveur de l'ouverture d'une enquête internationale sur des crimes commis notamment durant les dernières violences entre Israël et les factions palestiniennes armées de Gaza. Ce journal se poursuit donc après... Le mouvement islamiste palestinien Hamas. Un accord de trêve est trouvé le 21 mai dernier par les deux parties. Preuve d'une accalmie précaire, de nouveaux affrontements éclatent entre Palestiniens et forces de l'ordre israéliennes sur l'esplanade des mosquées, quelques heures seulement après l'annonce du cessez-le-feu. Depuis le 21 mai, les déclarations des autorités palestiniennes et israéliennes, elles n'ont pas cessé et continuent d'alimenter la thèse d'un cessez-le-feu fragile. Si le Hamas rompt le calme et attaque Israël, notre réponse sera très puissante. Si le monde ne veut pas que tout explose de nouveau, il faut que le monde oblige l'occupation à respecter les décisions internationales. Du côté diplomatique, de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer de l'apaisement et condamner les violences entre les deux parties. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, puis Dominic Raab, ministre britannique des Affaires étrangères, se sont tous deux rendus en Israël mardi et mercredi afin de consolider le cessez-le-feu. La haute commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies considère que les frappes israéliennes sur la bande de Gaza pourraient constituer des crimes de guerre. Les attaques israéliennes ont fait de nombreux morts et blessés parmi les civils, ainsi que des destructions et des dommages à grande échelle sur des biens civils, malgré les affirmations d'Israël selon lesquelles nombre de ces bâtiments accueillaient des groupes armés ou étaient utilisés à des fins militaires. Nous n'avons pas vu de preuves à cet égard. Israël et le Hamas ont tous deux revendiqué la victoire après un conflit sanglant dans lequel 266 personnes ont trouvé la mort, dont 67 enfants et 254 Palestiniens. 52 000 personnes ont été déplacées de Gaza. Après un mois de violence en Colombie, les contestations antigouvernementales n'ont pas cessé. La répression des manifestants par la police se multiplie avec des centaines de victimes. Suivez cet élément. Lance-grenades, canons à eau, la foule est la cible des forces de l'ordre qui tirent à balles réelles. Depuis près d'un mois, les manifestations se succèdent en Colombie. Un mouvement de colère alimenté par une violente répression du gouvernement. Plus de 40 personnes auraient été tuées depuis début mai. Des slogans tels que « Duque démission » résonnent dans les rues de Bogota, Cali ou Medellín. À l'origine de cette révolte, une réforme fiscale très impopulaire qui sera finalement retirée. Mais le mouvement, désormais transformé en contestation politique globale, vise directement le président Iván Duque et son gouvernement de droite. Ceux qui sont au pouvoir ne veulent certainement pas écouter. C'est pourquoi nous sommes toujours là à résister. Nous sommes toujours là à nous battre chaque jour jusqu'à ce que le peuple se fasse vraiment entendre. Nous demandons un meilleur pays, la fin de la corruption, qu'il cesse de voler de l'argent et que nous ayons tous les mêmes possibilités de nous développer sur le plan économique et de l'éducation, qui est la chose la plus importante. Le racisme, les inégalités sociales, le chômage élevé, le trafic de drogue et l'omniprésence des milices et des gangs alimentent aussi la colère des Colombiens. Ils réclament des réformes au sein de la police, de la santé ou de la justice. En guise de symbole, des protestataires ont incendié ce mardi le palais de justice de Tuluá, dans le sud-ouest du pays. Un acte qui a fait réagir le gouvernement d'Iván Duque.
Je regrette et condamne ces actes de terrorisme qui cherchent à semer le chaos et la peur. Des attaques comme celle de ce soir à Toulouse cessent d'être du vandalisme et se transforment en actes terroristes. Une manifestation pacifique est légitime, la violence est un crime. Le gouvernement a entamé des négociations avec les protestataires sans succès. En attendant, la répression policière ne cesse de s'amplifier. À 1 an de l'élection présidentielle, la violence qui gangrène le pays ne semble pas devoir s'apaiser de sitôt. Une brève avant de clôturer ce journal. Le président syrien Bachar el-Assad a été réélu une fois de plus pour un mandat de 7 ans avec 95,1% des voix, a annoncé ce jeudi le président du Parlement à la suite d'un scrutin décrié par l'opposition et les pays occidentaux. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et bon week-end à toutes et à tous.